Monsieur Bernard Prat-Desclaux pour une perspective, enfin pour une analyse des principaux indices boursiers. Donc, on va détailler tout ça. Ce sera l'occasion, effectivement, pourquoi pas, d'échanger également avec vous sur vos avis en fin de webinaire. Pour ma part, je suis Monsieur Weissrock, donc représentant la société Self-Invest en France. Et ce webinaire sera enregistré. Je vais avoir l'œil, bien sûr, en permanence sur l'enregistrement, qu'il n'y ait pas de gag. Et donc, le webinaire est enregistré, il sera disponible sur notre chaîne YouTube dès demain, pour ceux qui voudraient revoir certains passages en mode différé. Donc, tout d'abord, bonne année à tout le monde, puisqu'on est encore en janvier, on est presque à la fin janvier, mais on peut encore dire bonne année. Donc, on est limite. Donc, je laisse un petit mot à Bernard avant de faire une petite intro. Je te remercie Alain. Je souhaite effectivement à ceux à qui je n'aurais pas encore souhaité une très très bonne année, puisque comme tu disais, il est encore temps. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire. Écoute, j'espère que je vous invite, si vous avez donc des questions, si vous souhaitez avoir des points donc précis sur ce qui se passe actuellement, justement, je pense que c'est un jour qui est excellent pour faire ce webinaire. Je vous invite à poser toutes les questions que vous voulez. Vas-y, allez. Merci Bernard. Donc moi je vais juste me contenter de faire une toute petite intro avec quelques petits rappels habituels sur ce genre de webinaire, c'est-à-dire que effectivement pour mettre en application généralement tout ce qui peut être présenté, on peut utiliser donc typiquement des produits dits produits dérivés. Donc alors attendez, pour le coup, voilà, je vais passer ici une diapo. Je vais changer de diapo. C'est toujours, voilà, pourquoi pourquoi il ne veut pas passer ma diapo? On va y arriver, c'est les joies du direct. Hop, alors, je veux changer de diapo. Je reviens ici. Je remets ici. Donc, alors, ici, il ne m'a pas. Alors, je vais juste faire Escape. Alors là, vous avez la plateforme que l'on va avoir juste après. Et là, voilà, on y est arrivé quand même. Donc, tout simplement, une petite diapositive pour présenter les risques inhérents à tout produit dérivé. Donc, que ce soit les futurs ou que ce soit les CFD. Donc, il s'agit de produits qui fonctionnent un peu de manière similaire, à la différence près que dans le cas des futurs, on a un carnet d'ordre et on a le produit qui est centralisé, donc justement sur une bourse et où on voit typiquement les volumes. Entre guillemets, le trader se voit entrer dans le carnet, il se voit exécuter dans le carnet. Là où en CFD, on n'a pas de carnet d'ordre et de fait, on n'a pas les volumes non plus, mais ça fonctionne sur le même principe. CFD, ça veut dire contrat pour la différence, comme tout le monde le sait certainement. Et que ce soit un futur ou un CFD, effectivement, on va gagner ou perdre la différence entre son point d'entrée et son point de sortie. Ce qui est très important ici, c'est d'avoir une conscience parfaite de ce qu'est un effet de levier. Trop souvent, les gens m'appellent. Bonjour, chez Self-Invest, vous avez quoi comme effet de levier? Je leur dis, mon brave monsieur, ma brave madame, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous donner l'effet de levier dans le sens où l'effet de levier, c'est le résultat de l'opération, taille de position divisé par ce qu'il y a sur votre compte en cash. Donc, je ne connais pas la taille de position que vous avez envie de prendre et je connais encore moins ce que vous auriez sur votre compte. Par contre, je peux vous parler de marge. Je peux vous dire que pour tel ou tel produit, on va exiger un minimum d'argent. Si on a une taille de position qui fait 10 000 euros, que c'est un indice, on va demander 5% de marge. Donc, il faudra avoir 500 euros sur son compte. Mais il faut être toujours conscient que si on engage une position à 10 000 euros, avec juste 500 euros, on a cet effet de levier de 20. Et il suffit effectivement que donc tout est amplifié et tout est multiplié par 20 quelque part. Quelqu'un qui ne mettrait pas de stop et qui laisserait décaler l'indice de 5%, alors ça peut paraître absolument immense 5% aujourd'hui, mais je vous rassure, je vous indique, en 2008, on avait des variations de 10% quotidiennes des indices, donc ça peut tout à fait se produire. Un jour, c'est pas parce que ça ne s'est pas produit depuis 10 ans que ça ne peut pas se reproduire. Je n'ai pas dit non plus que ça allait se produire demain matin. Donc, c'est peut-être Bernard qui nous le dira. Voilà, donc ce petit rappel est très important. Maintenant, on va poursuivre le webinaire et c'est Bernard, effectivement, alors ça c'est ce qu'il y aura après. C'est Bernard qui va avoir la parole maintenant. Donc là, actuellement, vous avez donc le CAC 40 à l'écran en bougie journalière et je vais donc servir un petit peu enfin,
je vais obéir à Bernard quelque part sur ce qu'il va me demander de grandir ou d'agrandir sur la plateforme. Voilà. Tu es trop gentil avec moi, Léa. Donc, bah, c'est parti. Donc, on va voir. Écoute-moi, enfin, je voudrais juste revenir sur un certain nombre de points, dont notamment sur le CAC et sur, on va dire, tout cet écosystème qui nous pousse à écouter un certain nombre de choses et à croire un certain nombre de choses, autant en mal qu'en bien. Je parle autour de la bourse. Il y gravite tout un tas de gens qui nous expliquent depuis 10 ans que tout va mal et que la bourse va chuter. Donc j'imagine que ça en fait 8 ou 9 qui sont entièrement ruinés, mais donc qui continuent, etc. Ils peuvent être très célèbres, etc. Et vous avez donc à l'inverse les optimistes qui sont optimistes tout le temps et qui se nourrissent en fait de ce qu'il y a eu la veille, la semaine précédente, le mois précédent, l'année précédente. Et là, donc très typiquement, lorsqu'on a démarré l'année, et donc notamment auprès des gérants que je peux conseiller avec YOUinvest, le discours que j'entendais était le suivant, après une année à 25 ou 30%, la probabilité que l'on refasse une année en hausse est très forte. En plus, on sait que la Fed est là. En plus, on sait que la BCE est là. Et donc, quoi qu'il arrive, tout va se passer relativement bien. Et les gérants, lorsqu'on discutait avec eux, avaient en fait une politique claire. Les creux, on les achètera. Puisque la BCE est là, puisque la Fed est là, puisque tout. Voilà. Et en fait, lorsque vous écoutez ce discours-là, le discours que l'on vous raconte, si vous réfléchissez 3 secondes, ce n'est pas une prévision, ce n'est pas une projection sur l'année qui vient, c'est exactement ce qui s'est produit. C'est-à-dire qu'en 2019, si vous regardez, il y a eu un gros creux, évidemment, suite à un discours très inconvenant vis-à-vis de la bourse de la part de Jérôme Powell, c'était le 19 décembre 2018, si je ne me trompe pas. La bourse avait lâché, donc Jérôme Powell a dû faire machine arrière immédiatement, les taux ont baissé, la BCE est arrivée, etc. Donc ça c'était en juin, donc pour la BCE, je vous le fais très rapidement, le discours sur l'année, mais en 2019, la bourse n'est montée que sur le fait que, sur un premier temps, la Fed est intervenue, la Fed a rassuré, puis elle est intervenue, puis la BCE a dit, c'était en juin, à Sintra, si je ne m'abuse, donc en fait au Portugal, que quoi qu'il arrive, etc., il faudrait trouver de nouveaux éléments, enfin bref, voilà. Donc, et puis la bourse s'est nourrie de tous ces éléments-là. Il y avait un seul élément un petit peu contraire, c'était Trump. Alors ça, c'est une vaste blague parce que vous entendez ça, puisque Trump, il ne souhaite qu'une chose, c'est que la bourse monte, puisqu'à chaque fois que la bourse bat un record, il se régale de tweeter en expliquant à tout le monde, enfin à tout le monde, aux Américains, que avec lui, tout va bien. Donc effectivement, donc Trump souffle le chaud et le froid. Alors là, on pourrait y revenir, mais là, on pourrait faire des débats très longs sur le sujet. Est-ce que Trump est le meilleur trader que la Terre ait jamais eu? Ben, moi, je crois que oui, parce qu'effectivement, c'est le seul trader que je connaisse qui, en un tweet, va décider que la bourse va chuter de 3, 4 ou 5% ou va faire une hausse de 2, 3, 4, 5%. Voilà. Donc, c'est très, très, très facile. C'est du front running, mais du front running très simple. Donc tous ces éléments-là font que le début de l'année 2021 est né dans un optimisme très fort. Et ça, il y a une phrase très célèbre, alors qui est, il faudrait que je la retrouve. Il y en a sûrement qui vont la retrouver avant moi, qui est les marchés haussiers naissent dans le pessimisme et les marchés haussiers donc déclinent donc ou meurent dans l'optimisme. C'est le principe donc des vagues d'Elliott pour ceux qui les connaissent bien, avec la fameuse 5, nous le verrons donc aujourd'hui même. Et donc, je trouvais, moi, dès
début janvier que les marchés étaient très optimistes et que cet optimisme-là, notamment en fait en Europe, si vous regardez le graphique que vous avez sous les yeux, on ne le voyait pas. Autrement dit, oui, aux États-Unis, les prix validaient l'optimisme, mais lorsque vous regardiez en fait en Europe, depuis la mi-novembre, les marchés sont relativement flats. Et un marché relativement flat, alors que l'écosystème, les intervenants, les opérateurs sont eux très optimistes, c'est un marché que l'on peut lire comme une vague, comme une phase de distribution. Là, je vous fais plus donc en fait Elliott, je vous fais Charles Dow, qui est le père de l'analyse technique, et Charles Dow nous expliquait ça très bien. Et moi, donc, je considère depuis maintenant avant Noël, je suis très clair, je l'ai écrit, je l'ai dit, tous mes abonnés le savent, il n'y a aucun secret sur le sujet, que l'on était plutôt en phase de distribution. Alors, j'étais quand même très méfiant car je considérais que cette phase de distribution était aussi, notamment en fait aux États-Unis, elle se couplait avec une phase de bulle, donc une euphorie extrêmement forte. Autrement dit, se mettre en face marché comme ça, short, je le déconseille. Mais par contre, en Europe, commencer à reconstruire des positions donc baissières sur un marché qui ne voulait plus avancer, c'était vraiment ce qu'il fallait faire selon moi. Alors, évidemment, est arrivé la semaine dernière le coronavirus en Chine. Pour moi, je vais être extrêmement clair, c'est un prétexte. C'est un prétexte à une consolidation nécessaire. Le marché, lorsqu'on l'étudiait réellement, nous expliquait jour après jour que le mouvement de range en Europe et la fausse vague de hausse que nous avons eue le 17 janvier à l'Institut Peu l'a montré, c'était le jour de l'échéance des contrats futurs, donc le vendredi 17 janvier, on a une fausse sortie par le haut. C'est une stratégie GTAS que j'utilise qui s'appelle le B au fail. C'est une fausse sortie sur un range. C'est très typique justement d'une vague 5. Et il n'y avait là aussi rien de très surprenant. La seule chose, c'est que ce marché est tout sauf surprenant si l'on regarde les prix, si l'on regarde les cours, mais par contre, ce marché est très anxiogène, j'emploie le terme vraiment à dessein, très anxiogène, très stressant, si l'on écoute tout ce qui se passe. Car si vous écoutez tout ce qui se passe, on est, voilà, donc justement, vous savez que vendre, il ne faut pas le faire car la Fed et la BCE sont là. Vous savez que Trump, à tout moment, peut vous faire des tweets pour vous envoyer le marché vers le haut ou vers le bas. Vous savez que Trump, qui, après avoir négocié, signé un accord phase 1 avec les Chinois, peut décider soit d'accélérer pour la phase 2, soit de se retourner vers les Européens en disant bon ben donc maintenant c'est vous. Enfin bref, voilà. Vous savez que ce marché peut à tout moment être très anxiogène. Et donc, si vous vivez tous ces éléments-là, faire du trading devient très compliqué, trop compliqué, presque impossible. Si, au contraire, vous vous décidez, vous vous concentrez uniquement sur le mouvement des prix, à ce moment-là, vous voyez que le marché est très propre, très, très propre, et que le marché ne laisse rien au hasard. En fait, je vais juste reprendre, et ce n'est pas pour vous dire je l'avais prévu, je l'avais dit, etc. Je veux dire, ça, ce n'est pas le sujet de ce jour.
Ce qui m'intéresse, c'est que j'étais baissier, neutre à baissier, on va dire, depuis juste avant Noël. J'ai indiqué très clairement et toujours dans toutes les analyses que je faisais que le marché était haussier et donc était très acheteur, mais j'indiquais que la probabilité que l'on soit dans une phase de distribution soit très forte et jour après jour, je peux vous assurer que le marché nous a délivré des signaux qui nous expliquaient, qui nous disaient, qui mettaient en place une phase corrective. La sortie du 17 janvier était un élément supplémentaire. Pour ceux qui connaissent un petit peu en fait Elliott, nous avons eu suite à ça une correction en A, B, C extrêmement claire avec un retracement sur la B qui a fait entre 62 et 75%. Bref, tous ces éléments-là sont des éléments que l'on retrouve systématiquement dans toutes les phases de retournement. Donc, je suis juste là pour vous dire ça. Ce n'est pas pour vous dire je l'avais prévu ça. Honnêtement, je m'en fous, je suis clair. La seule chose qui m'intéresse et qui me plairait, c'est que vous soyez vous-même en mesure de le prévoir. Et si vous étudiez, je répète, le mouvement des cours sans vous laisser influencer par ce qui se raconte, par ce qui se dit et par les nouvelles, je peux vous assurer que le marché nous envoie le message en temps réel. Si vous regardez, on va reprendre juste le chandelier qui nous a fait vendredi. Si vous regardez donc vendredi, Alain, tu peux le montrer, je pense aussi. Bon, mais j'imagine que tout le monde l'a quand même bien en mémoire. Jeudi, on était allé chercher pour la quatrième fois le support extrêmement clair sur les 5950 points. Là, les shorteurs qui attendent toujours que les supports arrivent sont venus shorter le support, ce qu'il ne faut évidemment jamais faire. Si vous ne le savez pas, je vous l'indique, mais vraiment, ne shortez jamais un support tant que la tendance haussière ne s'est pas retournée. Et là, elle ne s'était évidemment pas encore retournée puisqu'on n'était que sur la vague, que sur la petite C. Suite à ce test du support, le jeudi, on a eu le vendredi une ouverture sur un gap. On a poussé jusqu'à 6060 et là, évidemment, les shorteurs qui avaient vendu la veille le support ont sauté puisqu'ils n'en pouvaient plus. Et l'après-midi, doucement, avec les États-Unis, le marché a commencé à se retourner. Et donc, vendredi soir, je peux vous assurer que nous avions une certitude claire, c'est que ce lundi matin, on ouvrirait sur un gap sous ce support. Voilà. Et la suite logique, si vous le regardez, c'est qu'on a quand même désormais le support. On a pris ce support, en fait, on a ouvert à son niveau, donc c'est devenu donc désormais une résistance. On a fait quand même une journée directionnelle très puissante avec une ouverture sur les hauts, avec une clôture très proche des bas, donc un grand marobouzou baissier. Et très clairement, moi j'avais un premier objectif sur les 5000, enfin sous les 5900 points. Ensuite, on a les 5835. Et vu le chandelier qu'on a eu dès ce jour, soyons clairs, il faut considérer que tant que le gap, donc tant que les 5960 ne seront pas revus, il faudra aller viser au moins les 5800 et puis ensuite, donc derrière, l'objectif suivant, si Alain, tu peux dézoomer, évidemment, c'est le support suivant qui est sur les 5700 points. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà sur le CAC, sur l'analyse technique et sur l'analyse comportementale, on va dire, c'est-à-dire le rapport que vous avez, que tout le monde a, hein, je veux dire, lorsqu'on écoute une nouvelle, lorsqu'on écoute un élément. Et évidemment, autre élément que je surveillais, en plus de la constitution de cette phase de distribution, c'était ce biseau que l'on voit très bien, puisqu'il est marqué avec les deux flèches bleues longues, donc il y avait un biseau. Ce biseau, on le retrouvait sur l'Eurostoxx, on le retrouvait sur le DAX, on le retrouvait sur les États-Unis, mais
On verra que les États-Unis étant dans une euphorie forte, eux ont réussi à s'en extraire par le haut. On peut aussi ajouter comme élément supplémentaire qu'on avait une grosse divergence en UTD et donc les divergences en UTD, je vous invite à les regarder, vous verrez que vous n'en trouvez pas tous les jours. Donc voilà pour tous les éléments. Est-ce que vous avez des questions sur le CAC ou pas? Est-ce que vous êtes surpris par ce qui se passe? Est-ce que vous êtes acheteur ce soir? Ça, c'est une question qui m'intéresse. Est-ce que suite à ce mouvement, est-ce que vous êtes acheteur ou pas? Je ne sais pas si y en a qui écrivent ou pas, mais je vois rien, donc Alors, oui, il y a des ben, je retours, ne les vois Bernard. pas, hein. Je ne les vois Donc, pas. Le CAC à 5700 vous paraît-il un objectif raisonnable à court terme? Une question. Swing Oui, short pour une autre indication. oui. Non, il n'y a pas une personne qui dit n'est pas acheteur. Va-t-on vers un nouveau range 5700, 5950? Donc, je répète. Donc, la première question, tu répondais le CAC à 5700 vous paraît-il un objectif raisonnable à court terme? Donc, tu répondais oui, Bernard. Ben, c'est une forte probabilité. Alors, le seul bémol que je mettrais, c'est on avait eu ce type de phase très impulsive. Pour ceux qui me suivent sur les conférences mensuelles que je fais, on l'avait eu, Alain, tu peux le montrer, fin septembre, début octobre, puis fin novembre, début décembre. Donc, on en avait eu deux faits par hasard. Écoute, à chaque fois, justement, je faisais une analyse de marché et à chaque fois, je disais oui, normalement, ça devrait accélérer, ça devrait poursuivre, il devrait y avoir une réplique, une poursuite, mais je me méfiais car effectivement, on était sur une ancienne résistance d'abord, donc les 5700 pour décembre, si je ne m'abuse, et on était aussi effectivement dans un marché qui commençait à être très complaisant, très facile, très très bien roulé. Mais à l'époque, je considérais sur la première phase, on était sur une vague 2, sur la deuxième, on était sur une vague 4, et là, pour moi, je considère qu'on a un cycle qui est abouti, donc on a fait un cycle en 5 vagues. Autrement dit, on doit logiquement attaquer nos corrections supérieures aux deux corrections qu'on a eues début octobre, début décembre. Autrement dit, plus de 300 points de correction, ça nous amène au minimum à 5800. Le support à 5700 va vraiment, à un moment ou à un autre, attirer les vendeurs qui, pour le moment, n'ont pas encore trop montré le bout du nez. Et dans la lecture que je vois du mouvement aujourd'hui des prix, ça a été très propre, avec du volume. Et les vendeurs, ce que je sais, ce que je connais, ils n'y sont plus parce que les vendeurs ont cédé, ils se sont fait beaucoup trop squeezer. Donc le mouvement de ce jour, je le lis beaucoup plus comme un mouvement et les gérants aussi, c'est ceux qui me disent quand même, sortent. Les gérants vont considérer désormais que le marché est à un risque et donc ils vont chercher à se remettre à l'achat, mais sûrement pas sur les premiers supports. Alors, le premier visible support, enfin le premier support très très visible qu'on a effectivement, c'est le 5700 points. Donc, je ne crois pas qu'on verra des acheteurs long terme avant ce niveau-là. Donc, il faudra considérer pour moi que tant qu'on n'aura pas atteint ce niveau-là, je considérerais que la baisse doit se poursuivre. Il n'y a que un retour en clôture au jour
au-dessus des 5960-70 qui commencera à me faire un peu douter. Ok, D'accord, donc, mais attends, moi, juste, je finis. Il faudra voir si l'on y allait donc demain, à ce moment-là, j'aurai un gros doute. Si on y va dans une semaine ou deux, et qu'entre-temps, on a fait un range 5800-5950, ça sera différent, on va dire. Donc, 5700 me semble minimum, et vu que généralement, je doute que ce coup-ci, vu que tout le monde le voit, ce niveau, il a été vu en septembre, il a été vu en octobre, il a été revu donc en novembre et en décembre. Je doute, je doute que l'on s'arrête à ce niveau-là. Voilà. alors, il y a Olivier qui disait que lui, pour lui, il était en swing short. Il y a Oui, Eric qui disait moi qu'il ne aussi. passerait pas acheteur. Et enfin, Dominique qui interroge sur va-t-on vers un range 5700-5960. Donc, c'était déjà un petit peu ce dont tu réponds. Peut-être, Bernard? Oui, alors le range sur ce marché, c'est vraiment, là aussi, je l'ai expliqué tout un tas de fois, euh, les marchés, enfin, les indices européens, parce que sur les États-Unis, c'est différent, les indices européens ont des phases de range beaucoup plus longues que les phases qu'elles faisaient historiquement. Voilà. Maintenant, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, enfin le premier élément qui m'a mis la puce à l'oreille juste avant les fêtes, c'est qu'on était en range depuis déjà 2 semaines, mais que la volatilité était en train de se reprendre. Notez bien ça aussi, si ça vous intéresse. Ça a été vraiment le premier élément qui m'a fait dire que là, on était sur une phase de marché qui ressemblait beaucoup plus à de la distribution qu'à une phase latérale avec une sortie ensuite pour les acheteurs. Puisque évidemment, lorsqu'on est dans une phase de distribution, la volatilité, elle est plus forte puisque les professionnels interviennent, puisque eux veulent en fait vendre. Bon. Donc, range ou pas, range, c'est une possibilité, mais plus le range que l'on a connu entre le 10 décembre et avant-hier, on dira, et vendredi. Donc, un range, ça serait une possibilité, mais ce serait un range entre les 5950 et les 5650. Donc, un range avec, avec 300 points. Alors que là, on sort d'un range qui faisait 120 points, en Est-ce gros. que est-ce que tu veux que je passe sur l'Eurostock ou sur le DAX? Si tu as des questions, je peux encore répondre. Si tu n'en as plus, on passe à l'Eurostock 50. Alors, à l'Eurostock 50, donc tu m'avais dit, voilà, donc on avait dessiné effectivement Voilà. les, les points remarquables ici. Alors, l'Eurostock 50, ben, l'élément le plus important que je surveillais, c'était évidemment ce biseau. Je vous disais que ce biseau, on le retrouvait aux États-Unis, même si aux États-Unis, vu que l'euphorie là-bas était extrêmement forte, ils ont réussi à en sortir par le haut. Donc ce biseau, je l'ai surveillé. Le haut du biseau, là aussi, vous remarquerez pour les plus spécialistes qui s'est fait dans une configuration qui ressemble très fort à un diamant. Là aussi, c'est une configuration de retournement. Pour les héliotistes, vous allez compter 5 vagues très claires entre la mi-août et le sommet la semaine dernière. Il y a 5 vagues très claires avec aucun overlap entre la vague 1 et le bas de la vague 4. Bref, vous êtes sur un cycle qui est abouti, vous avez une vague 5 qui se fait en fait en diamant, vous avez un biseau et vous avez une divergence sur les indicateurs de momentum et vous avez en plus, comme je vous ai dit, une reprise de volatilité sur une phase de range. Voilà. Là, moi, j'ai réuni
tous les éléments qui me font dire attention, la probabilité que l'on sorte par le bas est très forte. Ça fait 3 semaines que je travaillais que en short, hormis en intraday très rarement en long. Sinon, j'avais commencé donc à construire une position swing short. Mes abonnés me prenaient pour un voilà, parce que j'expliquais en fait à la fois c'est très haussier, mais je suis désolé, ce marché doit ressortir par le bas. Tout me le prouve. Il s'avère qu'ensuite les prix le font. Encore une fois, lorsque l'on les prix vont valider ou pas ce que l'on pense, et comme on n'est pas un analyste, c'est-à-dire si ça sort, je veux dire, vers le haut, je peux vous dire, bon voilà, en tant que trader, ce qui est important, c'est que vous ouvrez une position, si vous avez tort, ce n'est pas votre ego qui en prend un coup, c'est le risque que vous avez mis en face. Voilà. Donc, là aussi, c'est juste un petit truc, puisque souvent on me dit oui, mais si jamais c'était sorti par l'eau, mais comment tu peux savoir que lorsque j'ouvre une position, je ne sais jamais. Je peux vous assurer que je ne sais jamais. C'est juste que je vais collecter suffisamment d'indices, d'informations qui vont me dire qu'à un instant T, la probabilité que ça aille plutôt par là que par là est forte. À ce moment-là, je mesure le risque que je peux mettre. À ce moment-là, je décide si j'y vais ou pas. Lorsque l'on est trader, on raisonne de cette façon-là. Donc, tout le reste, en fait, on s'en moque. Voilà. On n'est pas là. J'espère que ça, c'est clair. Donc, voilà. Donc, l'Eurostoxx 50, juste pour y revenir, juste ce biseau, la divergence, la volatilité. Alors, ce que l'on va là aussi remarquer, c'est que le support autour des 3720, 3735, qui avait tenu, qui avait été résistance en novembre, support en décembre et en janvier, vient de céder très clairement. Ce n'est pas rien, surtout qui cède là aussi avec un grand chandelier, une ouverture sur le haut, une clôture sur le bas. Ce n'est pas rien. Les volumes sont là aussi. Et donc aujourd'hui, là aussi, la probabilité que l'on refasse une phase de marché comme on a eu en décembre et en octobre, elle est très faible. Alors, elle est très faible en trading. Là aussi, ça ne veut rien dire. Une probabilité très faible, si je joue la grosse probabilité pour être cru, si j'ai tort, le risque, ça va être ce que j'ai mis. Donc, même lorsque vous avez en fait une analyse avec une très forte probabilité et que le scénario inverse a une probabilité donc très très faible, gérez toujours votre risque. Gérez toujours votre risque. La base du trading, c'est je gère mon risque. Le reste, les analyses, vous apprendrez avec le temps. Voilà. Et pour apprendre avec le temps, il faut survivre. Si vous ne survivez pas sur les marchés, si vous utilisez trop de leviers, si vous oubliez vos stops, etc., vous ne survivrez pas et donc vous n'aurez jamais le temps de réellement voir ce qui se joue. J'espère que je suis clair. Donc, allez, on peut aller sur le S&P 500 si tu veux. Ok, bah, un petit tour sur le DAX avant pour juste Si dire tu un veux, petit on peut aller mot sur le DAX aussi, il n'y a aucun souci. sur la Alors, différence. vas-y, vas-y. Voilà, quelle lecture tu donnais, toi, du fait que l'on ait effectivement un petit retard sur le DAX, qui est dans une configuration un peu de triple, enfin de double top, dirions-nous, depuis l'été 2007. Alors, le DAX, ce qui m'a très intéressé sur le DAX, c'est que, bon, c'est logique et normal parce que, évidemment, on sait très bien que l'économie allemande n'est pas des plus florissantes, n'est plus aussi florissante que ce qu'elle était. On sait aussi que le DAX peut être soumis, donc à tout moment,
aux effusions de Trump qui pourrait décider qu'il trouve qu'il y a trop de BMW sur la 5e avenue au pied de son immeuble. C'est exactement ce qu'il a dit, sauf erreur. Et donc, voilà, grosse raie sur l'économie allemande. Ben, on le retrouve logiquement sur le DAX. Vous voyez que lui a refait son haut, a refait son sommet, mais il l'a refait en fin de semaine dernière, autrement dit très en retard par rapport, au CAC. Surtout que, je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que le DAX 30, lui, intègre ses dividendes, alors que le CAC ne les intègre pas. Il faut aller sur le GR, le Gross Return, pour avoir les dividendes avec le CAC. Donc, le DAX, là aussi, a eu un comportement tous ces jours-ci qui était très intéressant, si tu veux, parce qu'en fait, il nous a proposé des phases où il était vraiment, où il sous-performait le CAC, l'Eurostoxx 50, et puis ensuite, on a eu des phases comme jeudi, vendredi, où là, lui, était vraiment beaucoup plus acheteur. Autrement dit, les acheteurs euh, semblaient dire que tout allait bien. Et lorsque l'indice qui est en retard, c'est vrai qu'il faut s'y habituer si vous tradez depuis très longtemps, le DAX c'était quand même l'indice leader, l'indice phare. Or, donc, depuis 3 ans, donc maintenant c'est l'indice retardé, celui qui est en retard. Bon, lorsque l'indice qui est en retard vous fait des hauts plus hauts, et lorsque l'indice qui est en retard vous montre que les acheteurs arrivent chez lui, généralement, c'est jamais une très très bonne idée. Voilà. Les acheteurs qui arrivent à la fin d'une vague sont toujours les acheteurs, les fameux pigeons que l'on retrouve chez Charles Dos. Voilà pour le DAX. Si vous avez donc les questions, Alain, je ne les lis pas. Donc, s'il y en a, tu peux me les poser ou me les envoyer. Ou voilà, si vous en avez, vous n'hésitez pas, je peux vous répondre. Le S&P 500. Alors, le S&P 500, depuis début novembre, moi, j'avais en fait un objectif sur les 3250. L'objectif était extrêmement clair, Alain, dont tu le vois, c'était le double creux, une configuration en fait en triangle, et on s'en était extrait par le haut, donc à la fin octobre, début novembre. Ce triangle-là nous offrait en fait un objectif sur les 3250, 250. Donc, un objectif facile, un objectif aisé. Et généralement, euh, les objectifs faciles, lorsque les indices arrivent sur les objectifs, ceux qui ont joué cet objectif, et même si on ne joue jamais en bourse, vous le savez bien, mais ceux qui ont joué cet objectif, vous avez acheté les 3050, vous arrivez sur votre objectif, vous êtes fier de vous, vous avez tenu 200 points, vous êtes sur l'objectif, soit vous mettez un stop suiveur, soit vous dites c'est bon, j'ai suffisamment pris, je sors. Et donc, la réaction normale des cours lorsqu'ils arrivent sur un objectif, après un double top, après un double bottom, après une épaule tête-épaule, après tout ce que vous voulez, après une configuration en triangle comme on a là, c'est de repartir en arrière légèrement. Bon. Et là, le S&P 500 l'a fait, mais en fait, il a latéralisé, il a tout de suite redémarré vers le haut. Et là, je pense que c'est pour la première fois, alors que je me retenais, que j'ai employé dans le terme bulle, parce que j'ai considéré que là, le comportement des cours avait vraiment le comportement que j'avais connu, ça ne nous rajeunit pas, en 1999, donc 2000, à l'époque de la bulle Internet. C'était vraiment. Et
Et là, je me suis amusé à aller, donc en fait, étudier le comportement des cours, des actions, donc américaines. Je vous invite à aller voir donc Apple, Google, etc. Vous avez une Beyond Meat, etc. Enfin bref, euh, toutes ces valeurs ont eu en fait un comportement qui ne ressemblait plus à rien. Euh, alors, ce que je vais vous dire est un petit peu spécial, mais enfin, bon, ça c'est vraiment avec le métier, avec l'habitude, on lit ça. Et lorsque vous voyez Apple qui a dépassé les 300 $, alors qu'il venait de faire près de 100% donc, de hausse entre son point bas l'hiver 2018 et janvier 2020, le sentiment que vous avez, si vous regardez vraiment, vous voyez vraiment que les acheteurs ont peur s'ils ne sont pas acheteurs à 300, à 302, à 303, ils ont peur de rater le mouvement. Et lorsque les cours vous montrent ça, et bon, ils vous le montrent visuellement, vous le voyez si vous avez l'habitude, sinon il y a un moyen très simple qui est de mesurer l'angle de hausse des cours. Voilà. Donc ça se mesure très simplement. Et vous voyez vraiment que les acheteurs se précipitent parce qu'ils ont peur de rater le mouvement. Et lorsque vous avez ça, ben, vous êtes dans une bulle, vous êtes dans une vague 5. Et la seule chose qu'il faut savoir, c'est que, attention, ne vous mettez jamais en face d'une vague 5. Et je l'ai répété, je ne vendrai jamais les États-Unis. Mais par contre, vous allez vendre le faiblard. Le faiblard, ce sont les indices européens qui, eux, nous indiquent depuis plusieurs semaines qu'ils font une vague de distribution. Voilà, j'espère que c'est aussi clair. Donc, si tu veux, tu peux mettre le Dow Jones. Alors, n'hésitez pas à poser également vos questions, comme vous l'avez déjà fait tout à l'heure, ou à mettre des remarques, plus exactement, si vous le souhaitez, ou des questions, bien sûr, si vous en avez. Là, on passe maintenant au Dow Jones. Donc, là aussi, où il y a, dans un premier temps, tu m'as fait mettre un niveau remarquable. Maintenant, je peux en Ouais. rajouter deux si nécessaire. Non, écoute, le dos, ce qui m'intéresse, c'est la vague de hausse qu'on avait eue l'hiver, enfin l'automne 2017. Donc, je pense que tout le monde la voit là, elle est très claire. Voilà. C'était une phase. Non, c'est que l'automne, allez, entre septembre, on va dire entre septembre et début janvier. Donc, que septembre 2000, voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, Avec, on a voilà. Et si septembre, tu peux juste décembre. mettre ensuite janvier, voilà. Et donc, la semaine dernière, sauf erreur, je faisais justement une analyse sur le sujet et je faisais le comparatif entre cette période-là et la période que nous vivions. Je pense que j'ai dû faire ça dans mon analyse hebdomadaire mercredi. Et, euh, et j'ai indiqué que la suite des opérations, si tu pouvais la montrer, donc la suite de janvier, c'était vers la fin janvier, dans le 29, je crois, parce que je croyais que c'était le 22, justement, j'avais vérifié, voilà. Et la suite des opérations, c'était une puissante, violente chute. Voilà, il n'y a aucun secret. Alors là, évidemment, lorsque vous voyez le graphique de cette façon-là, en fait, la hausse, elle est écrasée, on ne la voit plus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les marchés de bulles, et je répète, je considère qu'on est vraiment sur un marché de bulles, donc désormais, lorsqu'ils se mettent en fait à corriger, ça peut être violent. Et je soupçonnais, je subodorais, pour être clair,
que la suite des opérations pourrait être ce type de vague. Voilà. Donc, je ne vous dis pas que l'on va perdre 10 ou 20%, mais mieux vaut quand même faire attention. Mieux vaut travailler de toute manière plutôt à la vente sur les prochaines séances pour ceux qui travaillent en intraday. Ceux qui sont en swing short, très clairement sécuriser, voilà, et ne plus s'embêter. Enfin voilà, mais ce marché est devenu soudain risqué. Ce marché va retrouver donc que du calme si jamais on regagnait, alors avec le CAC, s'il te plaît, si tu peux me remettre le CAC, donc j'en reviens à mon niveau fétiche. Si on repassait au-delà des 5060, des 5900, 5960, 70, à ce moment-là, on pourrait considérer que les acheteurs, voilà, alors pour une hausse pour les prochaines semaines, normalement, il faudrait vraiment un miracle, soyons clairs, voilà. Mais on va dire que à ce moment-là, on pourrait avoir cette phase de range large, 5900, 50, 60, 5800, 5700, 5650, voilà. Mais c'est le mieux que l'on puisse espérer pour le moment. On va jeter quand même un œil ou une oreille très attentive cette semaine, puisque la Fed, évidemment, il a cette semaine, et la Fed, effectivement, est en mesure, elle, de rassurer ou de dire, évidemment, que s'il y avait un souci, il y aurait donc de baisse des taux, etc. Donc ça pourrait redonner un peu de puissance aux acheteurs. Je pense quand même que là, on est face à un événement macro suffisamment fort pour impacter quand même l'économie et les indices, au moins sur le premier trimestre. Quand tu dis sur un événement macro assez fort, tu parles. Du coronavirus. D'accord, c'est ce que j'avais compris, mais pour que ça soit bien clair pour tout le Ouais. monde, effectivement. Donc, oui, moi, j'aurais tendance à dire que tu as dû manipuler un petit peu les marchés parce que c'est toi qui m'as choisi la date du webinaire de ce soir. Et puis là, il y a quand Mm, même un signal on ne peut plus clair. mm. C'est étrange, c'est étrange. T'as pas eu de soucis, on t'a pas demandé de. Non, je Non, plaisantais. non, non. Il y en a qui vont se dire. Voilà. Moi, je tiens vivement à remercier Bernard, effectivement. Bon, Bernard intervient régulièrement sur Univers Bourse et ce qui vous a dit ce soir, pour ceux qui ne lisent pas Univers Bourse, il l'avait déjà écrit sur Univers Bourse à 2 ou 3 reprises. Donc, en mettant en garde, effectivement, sur tout ce qu'il a dit, pour juste insister sur le fait qu'effectivement, c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a peut-être un graphique avec un signal extrêmement clair que quand c'était beaucoup moins clair, c'était beaucoup moins évident de dire quelque chose. Mais c'est Ça. cette analyse inter-indice qu'on a eu ce soir avec Bernard, je pense, est très très utile. Alors il y a une remarque d'Olivier. Pour la Fed, les banques centrales n'interviendront probablement qu'une fois que le risque est jaugé. Et aujourd'hui en phase découverte encore. Non, voilà, c'est une question. Donc, je répète, Oui, oui, euh, oui, la oui, non, question. mais oui. Alors, je ne crois pas que la Fed, non, je ne crois pas que la Fed intervienne cette semaine. Je parlais que le discours devrait être clair et va sûrement rassurer Jérôme Powell ayant décidé d'être maintenant à l'écoute de ce que lui racontent les marchés après une baisse de 2%, où on verra bien d'ici là. Ben, il va leur dire ce qu'ils veulent entendre. Donc, il va leur dire ne vous inquiétez pas, je suis là, la Fed réagira si jamais, etc. Mais ça, c'est un fait. Mais là, donc, la Fed interviendra si les marchés baissent ou si l'économie baisse. Mais si l'économie baisse ou si les marchés baissent, les conséquences seront là. C'est ce que j'expliquais aux gérants que je conseille et qui me disaient mais on ne craint rien parce que la Fed ou la BCE sont là. Je leur disais oui, c'est vrai, mais je pense que
ils sont en train de réaliser, ils ont mis le temps quand même, ils ont été longs, mais que la politique qu'ils mènent depuis 7-8 ans est une politique folle, folle, hein, je l'assume, et donc ils vont essayer de désintoxiquer les traders, et donc ils n'interviendront plus, selon moi, que si jamais il y avait un gros pépin. Autrement dit, oui, si jamais les marchés venaient à perdre 10, 15 ou 20%, la BCE interviendra, la Fed sera là. J'ai aucun doute. Je crois que si les marchés viennent à perdre 3, 4, 5, 6, 7, 8%, la Fed et la BCE interviendront avec les mots en disant si la situation s'aggrave, nous sommes là, nous verrons. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Ok, merci pour toutes ces précisions. Effectivement, les discours sont tout aussi importants des fois que les gestes pour les banques centrales. Ça, je pense on y est habitué désormais. Donc, ben, je vous laisse encore du temps pour mettre des questions si vous le souhaitez. Là, on a presque fait 1 heure de webinaire. Donc, ce webinaire, je dis bien, est toujours en cours d'enregistrement. Donc, il sera disponible sur notre chaîne YouTube dès cette semaine, peut-être pas demain, mais après-demain sûr. Je remets une petite diapositive pour vous fournir mes coordonnées si vous souhaitez entrer en relation avec Self-Invest pour avoir des précisions sur nos services, nos plateformes, etc., nos outils, à savoir qu'il y a les outils de Bernard dans NanoTrader et que nous allons travailler là encore à faire évoluer ces outils pour développer typiquement une stratégie de trading et des outils qu'on dit d'entrée en position. Chez Self-Invest, dans notre jargon, on parle de signal de trading, mais un signal de trading, ce n'est pas acheter-vendre, un signal de trading, c'est un outil pour entrer en position. Donc, si je fais un signal de trading, que je prends un croisement de moyenne mobile, que je décide que c'est ça mon entrée en position, ben, ça sera ça mon signal de trading. On a des signaux de trading comme des retournements d'Ekineshi, etc. Et donc, avec les outils de Bernard, nous allons aussi mettre en œuvre des outils comparables. Donc, pour me contacter, vous avez toutes les informations maintenant à l'écran, aussi bien mon portable professionnel que mon email. N'essayez pas de me contacter au téléphone, je suis très souvent pris. Préférez des SMS plutôt que de me contacter, enfin d'essayer de me téléphoner directement. Et enfin, pas plus tard que demain, là aussi, avec nos histoires de difficultés de transport à Paris, dirons-nous, nous avions prévu une formation le 10 décembre. Le 10 décembre, on était à la veille de 2 réunions de banque centrale, à savoir la BCE et la Fed, qui avaient lieu dans la semaine. Et donc, on avait prévu cette formation avec M. Lermy le 10 décembre, qui a été reportée du fait des grèves et qui aura lieu demain. Donc, demain, pour les personnes qui seraient sur Paris, c'est avec grand plaisir. Il me reste quelques places. Vous pouvez bien sûr vous présenter, même si vous n'êtes pas inscrit. Vous avez maintenant le plan à l'écran. Donc, on se trouve dans le 9e arrondissement où c'est marqué métro numéro 7, ce sont les Galeries Lafayette. Métro numéro 3, c'est la place de l'Opéra. Donc, vous voyez dans quel quartier on se trouve dans le 9e arrondissement et on se trouve rue Taitbout, donc sur la portion de la rue Taitbout qui se trouve entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann. Voilà. Et peut-être un petit scoop, puisque vous aimez bien les petits scoops, j'en suis certain. Donc, vous aurez le plaisir de retrouver Bernard en chair et en os au prochain salon du trading le 27 mars. Voilà, donc mettez cela dans votre agenda. Donc, et on mettra très prochainement, communiquera très prochainement sur la conférence qui aura lieu. La nouveauté cette année, c'est que Self-Invest va prendre une salle indépendante. Donc, on sera bien sûr présent au salon au travers d'un stand, mais on aura également une salle de conférence pour toute la journée où nous ferons intervenir Éric Lefort, Bernard et où Pascal Hirt présentera également une stratégie qui jusqu'alors s'est avérée très pertinente. Il présentera lors de ce salon et je ferai également une intervention. Donc voilà pour les 4 interventions que nous ferons courant de cette journée du 27 mars. Voilà pour le petit flash info sur le salon qui, comme depuis plus de 20 ans maintenant, se déroule à Paris et est un rendez-vous incontournable, je dirais,
pour les conférences, pour les stands, mais aussi les traders qui aiment bien se retrouver lors de ce rendez-vous. Il y en a 2 par an. C'est toujours sympa de retrouver un peu les potes qu'on peut avoir aux 4 coins de la France qu'on connaît sur Internet, de se donner rendez-vous dans le cadre de ce salon. Voilà, pour ma part, je vais laisser maintenant le mot de la fin à Bernard. J'ai pas pour l'instant d'autres commentaires sur les questions, mais vous pouvez encore en poser. Je laisse la parole à Bernard et après j'arrête l'enregistrement. Ok, ça marche. Mais écoute, moi j'ai terminé, donc j'espère que ça vous a intéressé. Surtout, soyez prudents sur les marchés. Bon, comme d'habitude, vous savez, je le répète, et effectivement, ben, pour ceux qui ont envie de me voir, ben, on peut se faire un truc à Paris le 27 mars, on verra, si je me souviens bien. Justement est arrêté. Alors même si on voulait vraiment faire un truc, on peut même faire le truc presque la veille, parce que je pense que Bernard repartirait le 27 au soir, mais le 26 au soir, donc la veille, on est toujours plus détendu et on est toujours plus disponible. Voilà, c'est à voir si ça passionne certaines personnes, mais bien souvent, effectivement, la veille au soir, donc le jeudi soir, on est toujours plus disponible que le vendredi soir où on est en train de démonter le stand et où notre seule préoccupation, c'est de reprendre la route et on a tous de la route à faire, que ce soit dans les transports en commun ou en voiture. Donc, je préfère programmer le jeudi soir. Ça marche. Voilà, ben, il y a eu pas mal de monde, c'était très sympa. Webinaire enregistré demain, webinaire à partir de demain ou après-demain ou plus tard sur notre chaîne YouTube, vous le retrouverez. Et on communiquera là aussi sur nos différents canaux habituels pour dire que le webinaire est disponible. Bonne soirée à toutes et à tous et merci Au d'être revoir à passé. tous. Merci. Voilà. Ciao, ciao.